Human First. Clémentine, je vous laisse la parole et on se retrouve juste après. Ça marche ? Tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire court et ça va pas être facile parce que je pourrais en parler des heures et je pourrais avoir 1000 choses à vous partager. Paris 2024. On a tous des images en tête, des stades en fête, des athlètes en larmes, du monde entier réuni, des tableaux, de la ferveur nationale qu'on a ressentie. Ce qu'on a un petit peu moins vu, et c'est normal, c'est les milliers de collaborateurs qui ont œuvré dans l'ombre, qui ont transpiré, qui ont vibré, qui ont douté aussi, mais qui ont fait en sorte que cet événement-là soit livré dans les temps et d'une jolie manière. Ces collaborateurs, ils ont vécu ensemble une histoire collective assez folle, vraiment c'est l'histoire d'un dépassement collectif, mais ils ont aussi vécu chacun une expérience individuelle, l'expérience collaborateur, au sein du COJO, donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, à la clôture de cette journée où effectivement on a beaucoup parlé de l'expérience collaborateur, je vais essayer de vous montrer un petit peu les coulisses de cette expérience collaborateur, les rouages, comment ça s'est passé pour eux, et puis que vous sortiez d'ici avec peut-être quelques insights de comment c'était dans les coulisses. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital d'un comité d'organisation des Jeux, c'est l'humain. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de produit à vendre, il n'y a pas d'usine qui fabrique, c'est une somme d'individus qui ont de la matière grise, qui ont de l'expérience, et puis qui vont apprendre de la meilleure des façons, a priori, à planifier et à se coordonner pour travailler ensemble et respecter un rétro-planning. Donc la matière première, c'est l'humain, et l'enjeu de cet événement planétaire, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est le plus gros événement au monde, sur la planète. Tout repose sur une somme d'individus, mais une somme d'individus qui doivent former un collectif. Donc du coup, moi quand j'ai rejoint ce comité en 2018, il y a énormément de défis RH qui étaient sur la route et j'étais loin d'être toute seule pour les relever. Heureusement, j'ai eu une équipe qui s'est aussi consolidée petit à petit. Il y a eu un défi recrutement énorme, etc. Mais si on se focus un peu sur l'expérience collaborateur, je me suis dit assez vite, cette expérience, elle est unique et il faut que les gens qui vont nous rejoindre, les salariés qu'on va attirer et qu'on va recruter chez nous, il faut qu'ils se rendent compte tout de suite que ça va être une expérience unique, qu'ils n'ont jamais rien vécu de similaire avant et qu'ils vivront jamais rien de tel après non plus. Parce que c'est quand même assez rare de rentrer dans une entreprise pour plusieurs années, mais avoir déjà sa date de fin. En fait, les horloges tournent à l'envers au sein du comité d'organisation. Et ça, c'est pas la seule chose qui est un peu différente d'ailleurs. C'est qu'il y a une contrainte budgétaire, c'est qu'il n'y a pas de routine annuelle. On est tous déterminés et concentrés sur une date, le 26 juillet 2024, un budget à ne pas dépasser. Et du moment où on rentre dans l'entreprise jusqu'à cette deadline-là, on ne fait rien que dérouler et faire en sorte qu'on y va. Donc il fallait quelque part en tout cas moi ce que je voulais, c'est qu'ils se rendent compte dès le début que ça allait être quelque chose de pas comme d'habitude, qui ne cherchent pas à comparer avec les codes un peu classiques de l'entreprise, parce qu'ils ne les retrouveraient pas tous forcément. Et la deuxième chose que je me suis dite, c'est que il allait falloir très vite les engager dans le projet, en faire des ambassadeurs, parce qu'au début, en 2018, on n'est pas beaucoup, on est une quarantaine, et on est quand même sur un projet. Alors maintenant, on est en 2025, tout s'est bien passé, on adore parler des Jeux, etc. En 2018, c'était un petit peu plus polémique quand même, les Jeux Olympiques, ça faisait pas du tout l'unanimité. Bon. Donc, dès le début, il fallait réussir à les engager, à les embarquer, s'assurer que ce soit des ambassadeurs du projet et des ambassadeurs solides, parce que on ne savait pas exactement à quel point ça allait secouer, mais on savait que ça allait secouer. Donc l'expérience collaborateur commençait le jour 1 et commençait le plus fort possible le jour 1.
l'enjeu, c'était que dès le premier jour, ils comprennent que ce ne serait pas comme d'habitude et qu'ils rentrent chez eux le soir avec des paillettes dans les yeux en disant ça va être incroyable, je vais collaborer à quelque chose d'incroyable, je vais mettre ma petite pierre à un édifice qui va être fantastique et qu'ils aient envie de raconter des choses et qu'à la fin de la première semaine, ils aient envie de raconter d'autres choses et que, quelque part, ils ne se lassent jamais d'avoir des paillettes dans les yeux et qu'ils soient fervents défenseurs du projet. Donc, dès le premier jour, par exemple, pour vous donner un petit overview, ils étaient accueillis avec un clapping. On avait mis ça en place assez rapidement. Je ne sais pas si ça passe. Voilà, donc là, vous voyez... donc, leur nouveau manager, leur nouvelle équipe les attendait dans un couloir et tous les nouveaux arrivants passaient au milieu d'applaudissements. Donc déjà, c'est quand même pas comme d'habitude. Ça, quand on rentre dans une entreprise, a priori, ça se passe pas comme d'habitude. Et puis, ils avaient des membres de la direction générale, donc parfois Tony, parfois Étienne Taubois, le directeur général, qui venaient, qui s'adressaient à eux. Et puis, on leur faisait passer des vidéos de ce que sont les Jeux Olympiques, des images, des témoignages d'émotions, en fait, parce qu'il y a quand même des émotions que seul le sport peut donner. Et donc, on essayait de leur faire toucher du doigt ça. Et ça, l'objectif, c'était qu'ils aient tout de suite de belles paillettes dans les yeux. Ça, c'était pour donner le ton, en fait. L'objectif, vous allez voir, il y avait 4 grands piliers de l'expérience collaborateur. Le premier, c'était donner le ton. Et on savait que si on loupait ce coche-là, après, c'était compliqué parce que après, il y a du boulot, il y a une grosse charge de travail. Bon, si on n'a pas commencé par mettre des paillettes dans les yeux, c'est un peu plus compliqué de les mettre potentiellement derrière. Ensuite, il fallait les outiller assez rapidement. Partir du principe qu'avant d'avoir rejoint un comité d'organisation des Jeux, on ne sait pas comment on fait pour organiser des Jeux. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. A priori, on était à peu près sûr de recruter personne qui avait fait les précédents. Les prochains, c'est les Alpes 2030. Là, a priori, il y en a quand même un paquet qui sauront déjà comment ça fonctionne. Donc l'objectif, c'était de les outiller. Les outiller sur le sport, la pratique sportive. C'est quoi les sports olympiques? C'est quoi les sports paralympiques? Et donc, du coup, on leur faisait un paquet d'initiations régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, avec des sportifs qui venaient. Et ça nous permettait aussi très régulièrement de rappeler à tout le monde pourquoi on était là. On était là pour organiser une compétition sportive. On était là pour tout faire pour que des athlètes, au mois de juillet, août et septembre 2024, des athlètes viennent à Paris et soient dans les meilleures conditions de performance. Le seul objectif d'un comité d'organisation des Jeux, et ce n'est pas une blague, c'est que les athlètes performent. C'est qu'il y ait des records olympiques, des records du monde, qu'il y ait des histoires à raconter. Parce que le pire, c'est des Jeux Olympiques où il ne se passe rien. Parce que du coup, il n'y a pas de commentaires possibles, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'émotion et ça tombe complètement à plat. Donc régulièrement, on sortait les salariés de leur tableau Excel, de leur table de négociation, de leur contrat avec les partenaires, les fournisseurs, etc. pour qu'ils viennent regarder du sport et viennent voir du sport et qu'ils se souviennent pourquoi est-ce que nous, on était tous là et en fait, à quoi on servait tous ensemble. Et puis, on leur a parlé beaucoup. On m'a dit, pourtant, pointe la zapette par là, mais je suis mauvaise élève. On leur a parlé. Ça, on les a outillés beaucoup aussi avec de l'information. En leur racontant ce que c'était que les Jeux Olympiques, c'est quoi le protocole de la famille olympique pendant les Jeux, comment ça se passe le relais de la flamme, c'est quoi les do's et don'ts, qu'est-ce qu'il faut savoir absolument. On leur a parlé aussi de notre projet, où on en était dans le rétroplanning, parce que tout le monde savait à peu près où il en était sur sa tâche, où sa direction en était, mais ce que faisait la direction d'à côté et la direction d'encore à côté, un petit peu moins. Or, moi, j'avais vraiment une hantise, et je le répétais souvent à la direction générale, quand j'avais besoin de convaincre. Ma hantise, c'était je ne veux pas que les salariés découvrent quoi que ce soit dans la presse ou à un dîner de famille sur nous, alors qu'ils auraient dû être les premiers informés. Parce que je trouvais quelque part qu'il y avait quelque chose d'un peu vexant, d'un peu humiliant, de travailler et de se donner beaucoup sur ce projet-là, et puis finalement d'être au courant par des amis ou sur Instagram de quelque chose qu'on aurait dû savoir en premier. Donc on a vraiment fait l'effort de les informer, beaucoup, souvent, régulièrement, de les réunir et de leur dire où on en était pour que personne n'ignore rien. Leur parler beaucoup, y compris
y compris quand ça va pas. C'est-à-dire les traiter en adultes et être capable de leur dire, bon bah là, vous le savez pas, mais il y a une polémique qui va sortir, on a entendu qu'il y a un complément d'enquête, il y a le canard enchaîné, il y a quelque chose, ça va sortir. Vous êtes au courant de ce projet-là parce qu'on vous en parle souvent. Bon bah voilà la polémique, voilà ce qui se passe, voilà ce qui fait un peu couler l'encre. Et de leur rappeler pourquoi on avait fait ces choix-là, d'être en transparence, ou de dire la polémique, elle est construite sur quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est arrivé aussi, notamment sur le budget. Et après, on a vu qu'on a non seulement on n'a pas dépassé le budget, mais on a même été en capacité de redonner de l'argent pour sponsoriser et subventionner pas mal d'associations sportives. Donc leur parler quand la révision budgétaire est dure, quand il se passe quelque chose sur notre projet, quand il y a un changement, quand il y a la polémique à venir. Et puis on avait même mis en place, là en bas à gauche, vous voyez la photo Allo Exe. Exe, c'était le petit acronyme pour parler de la direction générale, de dire bon bah voilà, quand il y a quelque chose qui vient ou qu'on sent qu'il faut prendre la parole, on était capable de dégainer un Allo Exe. Donc du jour au lendemain, on disait bon bah rendez-vous dans telle salle et puis en visio, parce qu'au bout d'un moment on était trop nombreux pour rentrer dans une salle. Et on va répondre à vos questions. On va vous expliquer ce qu'il en est et puis de manière très transparente, on va répondre à vos questions. Et ça, c'est quelque chose qui fait que ça entretient un peu aussi les paillettes, c'est-à-dire que les salariés nous rejoignent pour le projet, et puis quelque chose en particulier dans le projet en général qui leur a plu, l'ambition de développement durable ou l'enjeu sportif ou la diversité ou ce genre de choses. Et c'est aussi quelque part les traiter en adultes, de leur dire, en fait, regardez, nous on n'a pas rogné sur l'ambition, on est toujours là où on veut en être. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais bon, voilà, on vous explique pourquoi éventuellement il y a des aménagements qui sont faits. Donc ça, c'est vraiment outiller, informer, communiquer. Et puis aussi, le troisième pilier, c'est surfer. L'expérience collaborateur, c'est aussi bien quand on peut surfer sur un matériau qu'on a et qu'on peut utiliser pour régulièrement réinjecter un peu de fun, un peu d'information, un peu d'avant-première, un peu toutes ces choses que l'entreprise peut donner qu'on appelle money can't buy. C'est-à-dire c'est des choses qui ne s'achètent pas, mais c'est des choses que seulement en travaillant dans cette entreprise, je suis capable d'avoir parce que je suis salarié. Donc nous, on avait une contrainte budgétaire extrêmement forte, donc money can't buy, ça nous parlait vraiment bien. Par contre, on avait un beau matériau pour faire vivre des choses aux salariés en avant-première. Donc par exemple, découvrir les mascottes en avant-première, ça c'est quelque chose quand même qui était sympa. Découvrir la torche olympique en avant-première, bon ça c'est pareil. Découvrir l'uniforme du staff, donc l'uniforme qu'ils allaient porter pendant les Jeux, c'est assez sympa aussi. Et on pourrait croire que c'est normal en fait, que toutes ces choses elles sont prévues dès le début, etc. Et en fait pas du tout. Ça c'est vraiment un souhait que moi j'ai eu, et puis j'étais pas toute seule à l'avoir, mais vraiment on a dû argumenter parce que c'était jamais fait dans des comités d'organisation, toutes ces avant-premières, parce qu'en fait tout ce que vous voyez, la torche olympique, les mascottes et même les uniformes du staff, alors qu'a priori on pourrait dire non, le staff c'est quand même normal que ce soit eux qui les voient en premier, toutes ces choses-là, il y a un protocole qui est prévu pour le fait de les révéler soit au grand public, soit un top sponsor en premier parce qu'il a acheté les droits, parce qu'il va être partenaire du Relais de la Flamme. Donc la torche, c'est normalement à ce partenaire qu'on la dévoile en premier. Et donc du coup, il y avait un enjeu financier, il y avait un enjeu de confidentialité très fort. Et là-dessus, c'est là où c'est bien quand même que la direction générale et la direction des ressources humaines fonctionnent ensemble et qu'il y a une confiance mutuelle. On s'est battu en disant, nous on pense qu'on peut faire confiance aux salariés, ils connaissent l'enjeu, c'est comme des couturières dans les coulisses d'un défilé de mode, elles ont travaillé sur la robe jusqu'au bout, elles savent qu'il n'y a pas intérêt à dévoiler la robe sur les réseaux avant, que ça gâcherait tout. Les salariés du COJO, c'est exactement pareil. Donc je vous ai pas mis toutes les photos parce que vraiment on a fait beaucoup de choses en avant-première, et à chaque fois ça remettait une petite dose de paillettes aussi dans la machine. Donc ça a entretenu un petit peu l'expérience. Surfer, c'est aussi... Oups là, j'ai passé trop vite. Celle d'avant, qui est plus joyeuse que celle d'après. Surfer, c'est aussi pas forcément
avoir tout prévu, mais être aussi à l'écoute de l'entreprise et d'une culture d'entreprise qu'on ne décrète pas. Moi, je suis toujours très partisane de dire, en fait, l'ADN d'une entreprise et la culture de l'entreprise, c'est pas nous vraiment qui la décidons, elle peut pas se décréter. Il y a des choses qui sont à la base, il y a une histoire, il y a un storytelling, puis après, il y a la maillot qui prend, et puis les salariés en font ce qu'ils veulent. Bon, mais nous, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, que dans l'ADN de l'entreprise, il y avait faire la fête. Célébrer. On était un COJO assez jeune, et puis on était un COJO super festif, avec besoin de célébrer, de se rencontrer en soirée, de lâcher prise aussi, de lâcher un peu la pression. Donc, du coup, dans l'expérience collaborateur, on a injecté des soirées et des moments où vraiment on a dit aux salariés ce soir c'est la fête, c'est pour nous, profitez-en, vous l'avez bien mérité, lâchez les chevaux, et puis c'est pas très grave si demain matin vous n'êtes pas au boulot à 8h30 devant votre poste, on n'y sera pas non plus. Donc profitez-en bien, et ça a été quelque chose qui fait partie pas des meilleurs souvenirs, parce que quand même on en a pas mal, et pas que pendant les soirées, mais qui avait fait partie de notre ADN très fort. Et surfer, donc, elle a été déjà un peu déflorée, surfer, c'est aussi surfer sur des événements qu'on n'a pas prévus, donc les polémiques, même si on savait qu'il allait y en avoir, forcément, c'est trop sur le devant de la scène pour que ce soit pas vu par les médias. Mais du coup, surfer, c'est aussi faire avec ce qui se présente et se rendre compte à quel point on a gardé la connexion avec les salariés ou à quel point on est en train de la perdre. Et nous, quand les polémiques sont arrivées, qui ont été assez peu nombreuses finalement, et puis qui sont arrivées tardivement, on a pu mesurer à quel point, en fait, la connexion avec les salariés, elle était vraiment très bonne, très proche. Et il n'y a eu aucun remous en interne de toutes ces polémiques ou le complément d'enquête, les articles, les enquêtes qui ont été déployées. On a senti à ce moment-là qu'on avait bien fait de prendre la parole souvent et de travailler en transparence totale, parce que on a rien perdu à ce moment-là. Mais surfer, ça veut aussi dire ne pas ignorer. Et on n'a jamais pris à la légère quelque chose qui allait sortir. On ne s'est jamais dit ça va passer, on n'en parlera pas, ça fera pas de remous, etc. On a toujours préféré prendre la parole, et Tony Estanguet et Étienne Taubois étaient les premiers à dire mais en fait, nous, il n'y a pas de problème, on est capable de défendre tous les choix qu'on a fait sur le projet, et on y va. Et le fait vraiment d'avoir traité en adulte les salariés à partir du jour 1 et de se dire ils vont pas le voir, bon, ça nous a aussi beaucoup servi quand ça a tangué, parce que quelquefois ça a tangué, et de sentir que les salariés on avait leur confiance. Ça a été quelque chose qui a été finalement très positif aussi. Et puis, c'est aussi dans ce projet-là, qui est quelque chose... Est-ce que je peux avoir juste la slide d'avant? Merci beaucoup. C'est préparer la sortie. Dans ce projet-là, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le jour 1, les salariés savent exactement pourquoi ils sont là, à quel moment l'entreprise sera sur les feux de la scène, et puis à quel moment aussi ils vont quitter l'entreprise. Ça, c'est su depuis le début. Et c'est quand même un projet qui est émotionnellement assez intense, où les salariés se sont beaucoup engagés. Et puis quand l'entreprise pour laquelle on travaille est sur le devant de la scène, et que tout le monde en parle dans les médias tous les jours, dans son entourage, dans sa famille, dans ses amis, si on y est encore et qu'on est très engagé dans l'entreprise, il se passe quelque chose aussi d'un peu émotionnel. Et puis comme je vous l'ai dit, on était un COJO très uni, très collectif, très solidaire. L'esprit de la fête, c'est aussi ça. On n'a pas envie de faire la fête avec des gens qu'on n'a pas envie de voir autre part que de l'autre côté de son ordinateur. Donc il y avait quand même quelque chose qui se passait de très émotionnel dans ce comité. Et donc dans l'expérience collaborateur, le 4e pilier, c'est soigner la sortie. Soigner la sortie, ça voulait dire, d'abord, préparer, donc le Games Time, c'est un petit jargon pour dire les jeux, vraiment le moment des jeux, et préparer les salariés à ce qu'ils allaient faire pendant le Games Time. Parce que parmi les enjeux RH, je ne vous fais pas une tartine dessus, mais 85% des salariés ont changé de job au moment des jeux. C'est-à-dire que les recruteurs, pendant les jeux, ils n'ont pas recruté. Et les contrôleurs de gestion non plus, les acheteurs non plus, ceux qui ont dessiné la mascotte non plus.
85% a changé de job pour aller faire ce que vous voyez là, aller donner le top départ d'une course, aller accueillir les athlètes, faire rouler les voitures, gérer le trafic, etc. Donc du coup, soigner la sortie, c'était aussi le plus vite possible leur dire, pendant les Jeux, tu vas faire ça à tel endroit, dans telle compétition, etc. pour que, quelque part, ils n'aient pas cette inquiétude qui les empêche de se concentrer sur leur tâche, de dire, oui, mais moi, si j'ai fait tout ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas pour faire je sais pas quoi pendant les Jeux. Donc, soigner la sortie, ça voulait dire assez rapidement les informer sur ce qu'ils allaient faire pendant les Jeux, leur dire aussi quelle était leur date de départ et dans quelles conditions. L'objectif, et ça on s'en est occupé fin 2022, début 2023, donc bien en avance de phase, parce que l'objectif c'était aussi de leur dire, la sortie ça va bien se passer, maintenant vous pouvez profiter des Jeux, vous pouvez rester focus sur ce que vous avez à faire, sur votre feuille de route. On vous a libéré de l'espace de cerveau en vous disant à quoi vous attendre derrière. Soigner la sortie, c'est aussi à la fin saisir toutes les opportunités pour reconnaître les salariés avant qu'ils sortent, avant qu'ils s'en aillent. Ils repassaient évidemment pas tous au siège, pas tous les 4000. Et on a eu l'opportunité de les faire défiler sur les champs aux côtés des athlètes. Et ça, c'était vraiment le 14 septembre 2024, donc au surlendemain de la fin des Jeux. Donc on savait que c'était la dernière fois qu'on se voyait, on savait que c'était le dernier jour où on mettait l'uniforme. Et pouvoir surfer quelque part sur cette opportunité et faire défiler les salariés aux côtés des athlètes sur les champs, ça c'est pareil. Ça n'arrive pas dans beaucoup d'entreprises de défiler avec tous ses collègues sur les Champs-Élysées et devant la France entière, quelque part, qui les reconnaît, qui les remercie et qui salue un événement qui s'est très très bien passé. Et soigner la sortie, c'est aussi leur faire la petite surprise de les réinviter après les Jeux, en novembre 2024, de les réinviter au Grand Rex pour une diffusion unique d'un documentaire sur eux. On a vu pas mal de documentaires sur la cérémonie, sur l'organisation des cérémonies, sur Tony, etc. Mais nous, on avait tourné, à partir de 6 mois avant les Jeux, un documentaire sur eux, dans les réunions, dans les couloirs, sur les sites, pendant les Olympiades. Et voilà, les soigner aussi jusqu'à la sortie et même après la sortie, c'est aussi leur dire, l'expérience collaborateur, c'était pas juste pour que vous performiez, c'était pas juste pour que vous soyez bon, parce qu'on avait besoin de ça. Parce que là, on vous le fait, et c'est gratos, on est en novembre, c'est terminé, vous avez quitté l'entreprise, il y en avait 3500 sur 4200 qui avaient déjà quitté l'entreprise en novembre. Et ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau de dire, voyez, ça c'est gratuit, on n'attend rien de vous en échange. Donc ça, c'était une belle surprise de se retrouver sur vraiment ce point d'orgue de cette expérience collaborateur. Donc en résumé, je sais que j'ai dépassé mon temps, en résumé, c'était une expérience hors norme jusqu'au 23 juillet 2024. Et je dois dire, même si les Jeux n'avaient pas été aussi réussis, alors je ne suis pas du tout objective, donc essayez pas de me dire qu'ils étaient moyennement réussis. Bon, moi je les ai trouvés incroyables. Même si les Jeux n'avaient pas été aussi bien réussis, je crois que l'expérience collaborateur, elle était quand même bonne. Le fait que les Jeux aient été un vecteur de fierté nationale et que vraiment la France a brillé sur la scène internationale, ça a sublimé cette expérience collaborateur parce qu'en plus d'avoir, eux, vécu des années incroyables, quelque part, c'était reconnu aussi aux yeux du monde entier. Donc ça n'a fait que sublimer quelque chose qui était déjà très positif pour l'ensemble de l'entreprise. Je ne résiste pas au plaisir, même si je suis un petit peu en retard, mais vraiment ça vaut le coup, de partager avec vous une petite vidéo qui fait que, c'est ça aussi, la fierté des salariés et ce qui a sublimé l'expérience collaborateur, ce dont je viens de vous parler, c'est que quand on a tous vu cette vidéo, on était ensemble, c'était juste avant la cérémonie de clôture. Là, on s'est rendu compte que ça valait le coup de s'engager autant, d'avoir été autant embarqué, autant ambassadeur. Et je ne sais pas si ça vous procurera les mêmes émotions que ce que ça nous a fait ce jour-là, mais je vous laisse profiter. Alors si toi aussi, chez toi, tu as envie de pleurer,
C'est normal, on est pareil que toi sur ce plateau. Si tu as peur de demain, peur du vide immense demain, c'est normal, tu n'es pas seul. D'ailleurs, on ne sera plus jamais seul. Parce qu'on a ça qui nous lie comme un pacte qui dit j'y étais, j'ai vu, je l'ai vécu, et toi aussi. Les moments suspendus existent et c'est sûrement parce qu'ils sont éphémères qu'ils nous cueillent avec une intensité qui subjugue, une folie qui transcende et une générosité qui fascine. Tout était là, sous nos yeux, mais tout est mieux. Les moments suspendus existent et ils nous laissent un héritage incandescent. Parfois ça tient à un garde républicain qui donne tout sur Dja, à un mec qu'on connaît pas qui a sorti son plus beau slip pour sauver un bonnet de bain. Parfois c'est juste parce que c'est criant d'humanité, parce qu'on regarde et qu'on s'inspire pour grandir et avancer. Parfois ça tient à rien, à un petit coup de pouce du destin, à une nonchalance qui donne une célébration iconique dans un sport qu'on n'avait jamais regardé. Parfois c'est juste parce qu'on entre dans la danse et qu'elle nous emmène loin cette danse, avec ou sans médaille. Ou alors c'est juste l'amour. Il n'y a que ça en fait, l'amour, sur chaque site de compétition, à toute épreuve, pour la vie et dans chaque geste. Ça tient surtout au mythe, à la grande histoire qui s'écrit juste là sous nos yeux. On sait maintenant qu'on vit dans un pays sublime qui mérite d'être mieux regardé. On était beau, on est magnifique. Et comme nos Français du BMX, dans 5, 20, 30, 100 ans, sur la ligne d'arrivée, quand on se retournera pour vérifier, il y aura tout ça, pour toujours en nous, cette invincibilité. Et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. On peut applaudir effectivement, beaucoup d'émotions. Merci Clémentine. Avant de passer à l'aventure du jury en tant que tel quand même, merci pour ce retour d'expérience, c'est vachement riche. On est d'accord que tu pourrais effectivement nous parler de plein d'autres choses, mais que c'était très intense. Moi, ce que j'en retiens, c'est que vous avez essayé de mettre en place quand même une expérience collaborateur où il y avait beaucoup de confiance, beaucoup de transparence, beaucoup d'authenticité. Et ce qui m'interpelle encore plus particulièrement, c'est cette com interne que vous avez soignée. Et je le formule comme je le ressens, cette forme d'altruisme, communiquer sur ce que l'autre fait. Est-ce que c'est pas ça aussi qui permet à chacun de comprendre les enjeux de l'organisation, d'un projet, d'une entreprise, etc., et de la rendre aussi plus humaine ? Oui, tout à fait. J'aurais pas dit autre chose. Et le fait de communiquer sur ce que l'autre fait à côté, en fait, ça a plusieurs vertus. La première, c'est que ça permet à tout le monde de sortir la tête de son propre guidon et de se rendre compte que c'est bien un enjeu collectif et que tout le monde participe au projet. Et puis deux, en fait, il y a quelque chose qu'on a souvent dit quand on réunissait les salariés. On leur a souvent dit, en fait, cette ligne d'arrivée, là, on la passe tous ensemble, ou personne. Mais c'est pas quand le grand public verra nos jeux, ils vont pas se dire ça a super bien marché parce que la mascotte est bien dessinée, ou c'est vraiment des beaux jeux parce que les sponsors ont été bien négociés, ou parce que tel site est bien habillé. C'est une impression générale, c'est pas la victoire d'une direction ou d'une autre qui a mieux performé qu'une autre. Donc ça permettait aussi de se mettre régulièrement dans ce bain collectif et que les gens n'oublient pas de regarder à 180 pour voir qu'on était tous dirigés vers le même objectif, mais que c'était collectif. Bon, c'est un peu un point commun, parce que toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est aussi ça, moi, ça me fait écho, parce que ça me permet de saluer mon équipe aussi. Un accomplissement collectif comme ça, on est toujours vraiment fiers de réaliser des choses ensemble, et beaucoup d'émotions dans ce film-là, et bravo pour cette belle aventure. Clémentine, vous restez quand même un petit peu avec moi. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.